bienvenue dans Storytales. Aimez cette vidéo et abonnez-vous. J'espère que vous apprécierez l'histoire. Commençons. Marie-Cole mesurait le marc de café avec la même précision qu'autrefois pour calculer les taux de brûlure des feux de forêt. 3 cuillères à soupe rase. Ni plus, ni moins. Le minuteur sonnerait exactement 4 minutes plus tard. Et il verserait la première tasse dans la tasse en céramique bleue de Lenora, celle dont l'anse était ébréchée et qu'elle refusait de remplacer. Le café est presque prêt, cria-t-il en direction du salon où sa femme était assise dans son fauteuil roulant. Les informations du matin passaient à la télévision. Fais attention à ce qu'il ne fasse pas trop chaud cette fois, répondit Lenora sans se retourner. Tu sais à quel point j'ai la bouche sensible depuis l'accident. L'accident ? 4 ans, 3 mois et 16 jours depuis que Lenora prétendait avoir glissé sur du verglas devant l'épicerie. 4 ans, 3 mois et 16 jours depuis que Méric avait quitté son emploi de garde forestier pour devenir son gardien à temps plein. Il versa le café, vérifia la température avec son petit doigt et le lui apporta. Le rituel ne changea jamais. Elle prenait une gorgée, hochait la tête, et il posait la tasse à portée de main sur la table basse. « Tu as des projets aujourd'hui » demanda-t-elle, les yeux rivés sur la météo. « J'ai pensé laver ta voiture. La vidange est prévue la semaine prochaine. N'oublie pas de nettoyer l'intérieur. Ça sent comme cet horrible désodorisant au pain que tu as acheté. » Méric hocha la tête et retourna à la cuisine. Par la fenêtre au-dessus de l'évier, il pouvait voir leur voisine la plus proche, Joanie Price, s'occuper de son jardin à 200 mètres. La bibliothécaire à la retraite était leur seule visite régulière depuis l'accident de Lenora. Elle apportait des ragoûts 2 fois par semaine et restait prendre le thé, discutant de choses et d'autres, tandis que Méric écoutait depuis la cuisine. La cabane était située sur un terrain de 16 hectares que son père lui avait légué. Des pins, un sol rocailleux et assez d'espace pour disparaître si un homme le souhaitait. Parfois, Méric, debout sur la véranda, se rappelait ce que l'on ressentait lorsqu'on marchait seul dans la nature, prenant des décisions importantes, résolvant des problèmes aux solutions évidentes. Il préparait le petit déjeuner de Lenora, des œufs brouillés, du pain complet, du jus d'orange dans un verre avec une paille. Elle avait des exigences particulières concernant les œufs, moelleux mais pas coulants. Salé mais pas trop. Poivré. Servi chaud, mais pas fumant. Ta sœur a appelé hier. Demanda Lenora en posant l'assiette sur sa table. Méric marqua une pause. Rachel. Elle voulait savoir si nous avions besoin de quelque chose. Je lui ai dit que nous allions bien. Il n'avait pas parlé à Rachel depuis 3 ans. Pas depuis la mort de leurs parents et la dispute familiale pour la succession. Rachel pensait que Méric avait pris plus qu'une part. Méric pensait que Rachel avait abandonné leurs parents au moment où ils avaient le plus besoin d'aide. Que voulait-elle vraiment, demanda-t-il. Peut-être se sent-elle coupable. Les gens font ça quand ils réalisent qu'ils ont été égoïstes. Lenora prit une bouchée d'œufs et fit la grimace. Ils sont froids. Méric rapporta l'assiette à la cuisine, réchauffa les œufs au micro-ondes et les remit. Elle goûta une autre bouchée et acquiesça d'un signe de tête. Après le petit déjeuner, il l'aida à se transférer du fauteuil roulant au canapé. Le processus impliquait un positionnement précis de ses jambes, un soutien sous ses bras et un pivot lent qui, selon elle, lui causait des douleurs dans le bas du dos. Elle grimaça pendant le mouvement, et Méric ajusta les oreillers derrière elle. « Je dois appeler la compagnie d'assurance, à propos de ma kiné, dit-elle. Les frais de participation aux frais deviennent exorbitants. Je peux gérer ça. Non, je vais le faire. Tu ne poses jamais les bonnes questions. » Méric la laissa avec le téléphone et sortit pour réparer la voiture. La Honda était garée dans leur allée de gravier, couverte d'une semaine de poussière et de pollen. Il remplit un seau d'eau savonneuse et commença à laver le capot. Le travail était agréable. De l'eau, du savon, un rinçage sec. Des résultats visibles immédiatement. Ce n'est pas comme s'occuper de quelqu'un qui ne semblait jamais aller mieux, qui ne semblait jamais reconnaissant, qui ne semblait jamais se souvenir qu'il avait tout abandonné pour rester à la maison avec elle. Il frottait le pare-brise lorsque Joanie apparut à l'entrée de leur propriété, promenant son petit terrier. « Bonjour, Méric » appela-t-elle. « Bonjour, Joanie. » Elle s'approcha de l'allée, tenant la laisse du chien qui reniflait les pneus de la voiture. « Comment va Lenora aujourd'hui ? » « Comme d'habitude. » « Quel dommage. Une femme de son âge devrait profiter de la vie, pas être coincée dans ce fauteuil roulant. » Joanie secoua la tête,
même si je suppose qu'elle a de la chance de t'avoir. Tous les hommes ne sacrifieraient pas leur carrière pour s'occuper de leur femme. N'importe quel homme ferait pareil. Oh, je n'en sais rien. Mon premier mari n'a même pas pu m'apporter de soupe quand j'avais la grippe. Le chien de Joanie a fini d'inspecter la voiture et s'est dirigé vers la maison. Bon, je ferais mieux d'y aller. Dis à Nora que j'apporterai de la soupe qu'elle aime jeudi. Je lui dirai. Méric regarda Joanie s'éloigner, puis retourna laver la voiture. La conversation le dérangeait, sans savoir pourquoi. Peut-être parce que Joanie le traitait comme une sorte de saint pour avoir fait ce que tout mari honnête ferait. Peut-être parce qu'il n'était plus sûr d'être honnête. Il rinçait le savon dans le pare-chocs arrière lorsqu'il entendit la voix de Lenora par la fenêtre ouverte du salon. Je ne peux pas faire semblant indéfiniment, ma belle. Il croit chaque mot. Méric s'immobilisa. Le tuyau d'arrosage continuait de couler. Sa main, l'eau s'accumulant autour de ses bottes. Je ferai signer la maison le mois prochain. On aura tout. Méric posa le tuyau d'arrosage et se dirigea vers la fenêtre. Lenora s'assit sur le canapé, dos à lui, le téléphone collé à l'oreille. Sa voix était différente, plus légère, plus jeune, presque enjouée. Tu t'inquiètes trop, disait-elle. Il est totalement dévoué. Il me suit partout comme un chien perdu. L'eau du tuyau avait atteint le bord de l'allée et coulait dans l'herbe. Méric l'éteignit et resta à écouter. Bien sûr, il ne se doute de rien. Cet homme a abandonné toute sa carrière pour s'occuper de ma pauvre et impuissante. Elle rit. Mon Dieu, parfois, j'ai presque pitié de lui. Méric retourna à la voiture, lentement, digérant ce qu'il avait entendu. Lenore parlait à quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle appelait « ma chérie », quelqu'un qui l'aidait à obtenir la maison. Il prit son téléphone là où il l'avait laissé sur le capot. L'écran était mouillé par l'eau de rinçage. Il l'essuya avec sa chemise et remarqua la notification vocale sans réfléchir. Il toucha l'écran. Le message retentit dans le haut-parleur externe. « Dis-moi, ma chérie, c'est moi. Je ne peux pas continuer à faire semblant indéfiniment. » Il gobe chaque mot. « Je ferai signer la maison le mois prochain. On aura tout. » Méric écouta le message à nouveau. Puis une troisième fois. La voix de Lenora, mais pas là il connaissait Lenora. Cette voix était celle de quelqu'un qui complotait, qui planifiait, qui avait appelé un autre homme, ma belle, et parlait de récupérer tout ce qu'il avait enregistré sur son propre téléphone, puis de supprimer le message vocal du sien. L'écran affichait plusieurs appels manqués d'un numéro qu'il ne connaissait pas, tous remontant à ce matin-là, alors qu'il était dehors. Ses mains ne tremblaient pas. Cela le surprit. Il s'attendait à ressentir de la rage, de la douleur ou une trahison. Au lieu de cela, il ressentit quelque chose de plus froid, quelque chose de calculateur. À travers la vitre. Lenora était toujours au téléphone. La semaine prochaine, c'est parfait. Il sera à son rendez-vous chez le médecin mardi matin. On pourra tout finaliser à ce moment-là. Méric termina de sécher la voiture et rentra. Lenora était de retour dans son fauteuil roulant, le téléphone sur les genoux, regardant la télévision comme si de rien n'était. La voiture a l'air bien, dit-elle sans le regarder. Merci. J'ai reçu des appels pendant que tu étais dehors? Pas que j'ai entendu. Elle hocha la tête et se tourna vers la télévision. Une émission de cuisine expliquait comment préparer un ragoût de bœuf. Lenora regardait avec la même expression impassible qu'à l'époque. Les informations, les jeux télévisés, les feuilletons télévisés qui, selon elle, l'aidaient à passer le temps. Ce soir-là, Méric prépara le dîner comme toujours. Poulet grillé, légumes vapeur, riz. Il posa son assiette sur une table basse et s'assit en face d'elle avec son propre repas. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il. « Ennuyeuse. Comme d'habitude. Des appels intéressants? La compagnie d'assurance pour la kinésithérapie. Rien d'important. » Méric coupa son poulet en carrés précis. On devrait peut-être penser à te faire sortir plus souvent. Joanie mentionna qu'il y avait un groupe de soutien au centre communautaire pour personnes handicapées. La fourchette de Lenora s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Je n'ai pas besoin d'un groupe de soutien. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Mais ça pourrait être bien de rencontrer des gens qui comprennent ce que tu traverses. J'ai dit, non, Méric. Ça ne m'intéresse pas de rester assis à me plaindre avec une bande d'inconnus.
Après le dîner, Méric fit la vaisselle pendant qu'Anora regardait un film. Il essuya soigneusement chaque assiette, pensant aux répondeurs, aux appels téléphoniques, à la conversation qui l'avait surprise. Quelqu'un aidait sa femme à tout lui prendre. Quelqu'un qui pensait que Méric lui achetait ses paroles. Quelqu'un qui le croyait totalement dévoué, la suivant partout comme un chien perdu. Il n'avait pas tort sur le côté dévoué. Pendant 4 ans, il avait réorganisé toute sa vie autour des besoins de Lenora. Il avait appris à lui préparer ses plats préférés pour l'aider à passer du lit au fauteuil roulant puis au canapé. Il avait abandonné la randonnée, le camping, le travail qu'il aimait, les amis qu'il s'était fait comme garde forestier, mais ils avaient tort sur tout le reste. Maricol avait passé 15 ans à analyser les incendies de forêt, à prédire leur trajectoire, à calculer leur destruction. Il comprenait les systèmes, les schémas, les causes et les effets, et il était sur le point de mettre ses compétences à profit. Méric se rendit au magasin d'électronique de Beauzezement le lendemain matin, disant à Lenora qu'il avait besoin de fournitures pour une petite réparation à la maison. Le jeune vendeur lui présenta plusieurs options de caméras de sécurité sans fil, à détection de mouvement avec stockage cloud et accès par smartphone. C'est très pratique pour garder un œil sur tout quand on est absent, expliqua le vendeur. L'autonomie de la batterie est d'environ 6 mois et elles enregistrent en haute définition. Qu'en est-il de la qualité sonore? D'une clarté cristalline. On entend les conversations à 6 mètres de distance. Méric acheta 4 caméras et rentra chez lui. Lenora était à sa place habituelle sur le canapé, regardant la télévision le matin. Il se rendit dans son atelier au sous-sol et étudia le manuel de la caméra, se renseignant sur le placement, les angles et la connectivité sans fil. La première caméra fut placée dans le salon, cachée derrière un livre sur l'étagère, offrant une vue dégagée sur le canapé et la table basse. La deuxième fut installée dans la cuisine, montée dans un bocal décoratif sur le réfrigérateur. La troisième caméra fut placée dans le couloir, où elle pouvait surveiller à la fois la chambre d'amis et la salle de bain principale. Il garda la 4e caméra pour plus tard. Cet après-midi-là, pendant que Lenora faisait la sieste, Méric testa le système. Les caméras se connectèrent immédiatement à son téléphone, affichant une vidéo et un son clair de chaque endroit. Il observa Lenora endormie sur le canapé. Son visage était détendu, une expression qu'il voyait rarement lorsqu'elle était éveillée. À son réveil, il lisait dans un fauteuil, son téléphone rangé. « Je vais prendre un bain, dit-elle. J'ai besoin d'aide. Je peux me débrouiller. » Méric l'aida à se transférer dans le fauteuil roulant et la regarda rouler vers la salle de bain. Sur l'écran de son téléphone, il la vit entrer dans le couloir, s'arrêter à la porte de la chambre d'amis, puis continuer vers la salle de bain. 20 minutes plus tard, elle appela à l'aide pour regagner son fauteuil roulant. La routine lui était familière. Il avait aidé à des dizaines de bains ces 4 dernières années. Toujours respectueux, toujours soucieux de préserver sa dignité. « Tu vas mieux ?» demanda-t-il en retournant au salon. « Beaucoup ? Je me disais qu'on pourrait peut-être inviter Joanie à dîner cette semaine. Ça fait un bail qu'on n'a pas eu de visite. » « Bien sûr. » « Quand ? » ?»« Vendredi soir. »« Je l'appellerai demain. » Ce soir-là, après que Lenora soit allée se coucher, Méric était assis dans la cuisine à visionner les images de la journée sur son ordinateur portable. La plupart des images montraient exactement ce qu'il attendait. Lenora regardait la télévision, lisait des magazines, faisait la sieste. Mais à 14h47, alors qu'il était dehors à fendre du bois, quelque chose de différent se produisit à l'écran. Lenora passa du canapé à son fauteuil roulant. Rien d'inhabituel. Mais au lieu de rouler vers la cuisine ou la salle de bain, elle se dirigea vers la chambre d'amis. La caméra du couloir la filma ouvrant la porte et disparaissant à l'intérieur. Méric fit défiler les images en accéléré. Lenora resta dans la chambre d'amis pendant 38 minutes. Lorsqu'elle en ressortit, elle portait son téléphone et une chemise en papier craft qu'il ne reconnut pas. Il rembobina la vidéo et la regarda à nouveau. Lenora passa du canapé à son fauteuil roulant avec la même expression prudente et douloureuse qu'elle arborait toujours. Mais dans la chambre d'amis, loin de son champ de vision, elle vaquait à une occupation qui exigeait de l'intimité. Le lendemain matin, la pluie arriva. Méric prépara le café et le petit déjeuner tout en surveillant Lenora à travers la caméra de la cuisine. Elle semblait agitée, consultant fréquemment son téléphone et jetant des coups d'œil vers la fenêtre. « Je dois passer quelques coups de fil aujourd'hui », dit-elle après le petit déjeuner.
Rendez-vous chez le médecin et question d'assurance. Ça pourrait prendre un certain temps. Je serai à l'atelier si vous avez besoin de quoi que ce soit. Méric est allé au sous-sol, mais a gardé son téléphone à portée de main, observant les images en direct. À 10h30, le Nora a passé son premier appel. Le son était suffisamment clair pour l'entendre. Fin de la conversation. C'est moi. Cette ligne est-elle sécurisée? Une pause. Bien. Il faut accélérer. Il commence à se méfier. Méric a augmenté le volume. Je ne sais pas. Juste des détails. Hier, il a posé des questions sur les groupes de soutien. Il voulait que je sorte plus. Ce n'est pas son genre. Une autre pause. Non, on s'en tient au plan. Mardi matin, quand il sera chez le médecin. Apportez tout ce dont nous avons discuté. L'appel s'est terminé. Méric a enregistré le fichier audio sur son cloud et a continué à regarder. À 11h15, le Nora a passé un autre appel. Cabinet du docteur Peterson. Ici le Nora Call. Je dois reporter le rendez-vous de mon mari à mardi. Oui, je sais que c'est un court préavis, mais il y a eu un imprévu. Jeudi après-midi serait parfait. Méric sentit sa mâchoire se serrer. Le Nora avait changé son rendez-vous chez le médecin sans le prévenir, créant ainsi une ouverture mardi matin alors qu'elle pensait qu'il serait absent. Le troisième appel est arrivé à midi. Bonjour, c'est le Nora. Non, il ne se doute de rien. Parce que je fais ça depuis 4 ans, voilà pourquoi. Écoutez, apportez les papiers mardi et laissez-moi m'occuper de mon mari. Après le déjeuner, le Nora a annoncé qu'elle était fatiguée et avait besoin d'une sieste. Méric l'a aidée à s'asseoir sur le canapé et a attendu qu'elle s'endorme avant de quitter la maison. Il est allé en ville et s'est garé devant le cabinet médical où travaillait le docteur Peterson. La réceptionniste a confirmé que son rendez-vous avait été déplacé de mardi à jeudi. Votre femme a appelé hier. Elle a dit que vous aviez une urgence familiale, n'est-ce pas? Urgence familiale. Méric est ensuite allé à la bibliothèque. Il devait se renseigner sur le droit de la propriété, en particulier sur la réglementation relative au transfert de propriété des terres héritées. Les réponses n'étaient pas encourageantes. Avec les bons papiers et les bonnes circonstances, il était possible pour un conjoint de prendre le contrôle des biens hérités, surtout si le propriétaire pouvait être déclaré mentalement incapable ou s'il y avait des preuves d'abus financiers. Ce soir-là, le Nora était inhabituellement bavarde pendant le dîner. Je me disais qu'on devrait mettre à jour nos testaments, dit-elle. S'assurer que tout est en ordre. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Le mari de mon amie Janet est décédé le mois dernier. Elle a plein de problèmes juridiques parce que leurs papiers n'étaient pas à jour. Quel genre de problème? Oh, vous savez, les comptes bancaires, la propriété, le désordre habituel quand on décède sans planification adéquate. Méric hocha la tête et continua de manger. On pourrait appeler Tom Harrison. Il s'est occupé de la succession au décès de mes parents. D'ailleurs, j'ai déjà contacté quelqu'un, un avocat à Missoula, spécialisé dans les affaires d'invalidité. Il comprend mieux notre situation. Notre situation, vous savez, avec mon état et tout. Il y a des dispositions particulières pour les personnes handicapées. Après le dîner, Méric chargea le lave-vaisselle et observa le Nora à travers la caméra du salon. Elle était de nouveau sur son téléphone, en train de taper des SMS. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur le clavier et elle souriait aux réponses qu'elle recevait. À 1h59, elle annonça qu'elle allait se coucher tôt. Méric l'aida avec l'aide habituelle du fauteuil roulant à la chambre, en positionnant les oreillers dans le lit. Il l'embrassa sur le front et éteignit la lumière. « Bonne nuit, dit-elle. »« Bonne nuit. » Méric attendit dans la cuisine d'être sûr qu'elle dormait, puis alla à son ordinateur portable. La caméra de la chambre d'amis ne montrait rien d'anormal. Le Nora semblait dormir normalement. Mais à 23h47, son téléphone vibra, une alerte de mouvement s'afficha à l'écran. Il vit le Nora sortir du lit, sans se transférer dans le fauteuil roulant, sans appeler à l'aide. En marchant, elle se leva, s'étira et se dirigea vers la chambre d'amis. Méric observa en silence sa femme depuis 12 ans, celle dont il s'occupait chaque jour depuis son accident. Celle qui prétendait ne plus sentir ses jambes, qui avait besoin d'aide pour se transférer du lit au fauteuil roulant, traversait normalement le couloir de la chambre d'amis. Elle alluma un ordinateur portable et commença à taper.
Le son du clavier était clair malgré le son de la caméra. Au bout de 20 minutes, elle passa un coup de fil. « Dis donc, c'est moi. Je sais qu'il est tard, mais je n'arrivais pas à dormir. Mardi, c'est prêt. Il sera absent de 10h à midi. Non, tout est prêt. Numéro de virement bancaire, acte de propriété, procuration. Je vous ai dit qu'il me faisait entièrement confiance. Il signera tout ce que je lui présenterai. » Méric ferma son ordinateur portable et s'assit dans la cuisine sombre. Dehors, la pluie avait cessé et il entendait un hibou chanter quelque part dans les pins. Ce son lui rappela ses nuits de garde forestier, dormant dans des miradors, écoutant les appels radio, restant attentif aux premiers signes de fumée ou de feu lorsqu'il avait trouvé le feu. Maintenant, il devait décider comment le combattre. Méric se réveilla avant l'aube et resta allongé dans son lit, écoutant Lenora respirer à côté de lui. Elle dormait profondément, comme on dort quand on n'a pas peur d'être attrapé. Son visage était apaisé dans la faible lumière qui filtrait à travers les rideaux de leur chambre. Il se glissa hors du lit et s'habilla en silence. Dans la cuisine, il prépara du café et s'assit à table avec son ordinateur portable, visionnant les images de la veille. Lenora était allée dans la chambre d'amis 3 fois de plus. Après l'appel. Chaque trajet durait environ 10 minutes. À 6 heures du matin, son téléphone sonna. Numéro inconnu. La voix était masculine, jeune, confiante. Oui. C'est Cole Keegan de Mountain Fitness. Votre femme s'est inscrite à notre programme de thérapie à domicile et nous devons confirmer certaines informations d'assurance. Méric s'approcha de la fenêtre et regarda les arbres. Quel genre de thérapie? Kinésithérapie pour les lésions de la colonne vertébrale. Nous fournissons du matériel à domicile et un entraînement personnalisé pour les clients handicapés. Je vois. Et quand est-ce que ça commence? Nous sommes prévus pour mardi matin, 10h. Serez-vous là pour vous aider? Non, j'ai un rendez-vous chez le médecin ce matin-là. Parfait. Enfin, ça va. Nous pouvons travailler directement avec votre femme. L'appel a pris fin. Méric se servit une deuxième tasse de café et pensa à Colt Keegan. Voix jeune, énergie nerveuse, probablement du même âge que la voix masculine dans les messages vocaux de Lenora. Quand Lenora se réveilla, Méric lisait dans son fauteuil, comme chaque matin. « Tu t'es levé tôt, dit-elle. Impossible de dormir. Le café est prêt. Brûle ici, veux-tu? J'ai un mal de dos terrible ce matin. » Méric lui apporta son café et l'aida à se transférer dans le fauteuil roulant. Elle s'y rendit pendant le mouvement, en privilégiant son côté gauche. « Tu devrais peut-être intensifier ta kinésithérapie, dit-il. Je me suis dit la même chose. En fait, j'ai trouvé une entreprise qui fait des visites à domicile. Plus pratique que de se rendre en ville 2 fois par semaine. Comment s'appelle l'entreprise? Mountain Fitness. Ils sont spécialisés dans les blessures à la colonne vertébrale. Après le petit déjeuner, Méric se rendit à la banque de Bosseusement. Il remettait ça à plus tard depuis des mois, mais aujourd'hui semblait le bon moment pour s'occuper de leurs finances. J'aimerais séparer nos comptes joints, dit-il à la directrice de la banque, une femme nommée Patricia, qui avait géré l'entreprise familiale pendant des années. Bien sûr. Une raison particulière? La planification financière. Ma femme est handicapée et nous voulons protéger ses biens au cas où il m'arriverait quelque chose. Patricia acquiesça. Bien pensé. Comment souhaiteriez-vous structurer cela? Des comptes chèques individuels pour nous deux. Conserver l'épargne commune pour les dépenses du ménage. Transférer les comptes d'investissement à mon nom uniquement. J'aurai besoin des 2 signatures pour le transfert des investissements. Ma femme ne peut pas voyager facilement. Pouvez-vous préparer les papiers pour que je les rapporte à la maison? En 1 heure, Méric avait restructuré leur système bancaire. Lenora aurait toujours accès aux comptes du ménage, mais les actifs les plus importants, sa pension de service forestier, le portefeuille d'investissement de son père, le fonds d'urgence, étaient désormais sous son contrôle exclusif. Son prochain arrêt était le tribunal du comté. Le greffier l'aida à obtenir l'acte de propriété du terrain de son père. Comme il l'espérait, le testament initial comportait une clause spécifique sur les biens hérités. Si l'héritier principal était jugé mentalement incapable ou s'il y avait des preuves de fraude, le contrôle passerait à la parente la plus proche, Rachel. Sa sœur arrangée, qui était devenue avocate auxiliaire après le décès de leurs parents.
Méric rentra chez lui et trouva Lenora dans la chambre d'amis. Porte fermée. À travers la caméra de son au téléphone, il la voyait taper rapidement sur son ordinateur portable. Elle portait les vêtements qu'elle avait portés la nuit précédente, mais ses cheveux étaient brossés et elle s'était maquillée. K2. Elle sortit et retourna à son fauteuil roulant. « Comment s'est passée ta matinée ?» demanda-t-elle lorsqu'il entra dans le salon. « Calme. J'ai fait quelques courses en ville. » « Quelque chose d'intéressant ? » ?»« Comme d'habitude. Des trucs de banque, de poste. » Ce soir-là, après que Lenora se soit couchée, Méric s'assit dans son camion dans l'allée et composa le numéro de Rachel. Elle répondit à la 3e sonnerie. « Tiens, regarde qui a décidé d'appeler. »« Bonjour, Rachel. »« Ça fait quoi, 3 ans ? Laisse-moi deviner que tu as besoin de quelque chose. » Méric écouta le ton familier de sa sœur. Rachel avait toujours été vive, méfiante, prompte à imaginer le pire des motivations des gens. « J'ai besoin d'une assistance juridique, dit-il. »« Pourquoi ? » ?»« Fraude immobilière. Falsification de documents. Peut-être plus. » Un long silence. « Tu as des ennuis ? » ?»« Pas moi. »« Quelqu'un d'autre. »« Qui ? » ?»« Lenora. » Un autre silence. « Ta femme commet une fraude. » Je crois. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend la loi pour m'aider à comprendre ce qui se passe vraiment. Méric, de quel genre de fraude parlons-nous ? Fraude à l'invalidité, manipulation financière, peut-être vol d'identité. Bon sang. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Je ne sais pas. Peut-être des années. Rachel resta silencieuse un long moment. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était différente, moins hostile, plus concentrée. « Où es-tu en ce moment ? » ?»« Dans mon camion, devant la maison. »« Est-ce qu'elle t'entend ? » ?»« Non. »« Bon, voilà ce que tu vas faire. Ne la confronte pas. Ne lui dis pas que tu soupçonnes quoi que ce soit. Documente tout, chaque conversation, chaque appel téléphonique, chaque transaction financière. Tu peux faire ça ? Je le fais déjà. Bien. Combien de documents as-tu ? Vidéosurveillance, enregistrement audio, relevé bancaire, acte de propriété. Méric, tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas ? J'ai appris quelques trucs en travaillant pour le service des forêts. Bon, j'y vais demain. Ne fais rien de stupide avant mon arrivée. Rachel, quoi ? Pourquoi tu m'aides ? Parce que malgré tout ce qui s'est passé avec maman et papa, tu es toujours mon frère. Et parce que si quelqu'un essaie de voler ta terre, il essaie de voler notre famille. L'appel s'est terminé. Méric est resté dans le camion pendant 1 heure de plus, observant la maison dans l'obscurité. Une lumière brillait par la fenêtre de la chambre d'amis. Il regardait son téléphone. Il revoyait Lenora à l'ordinateur portable, tapant, riant parfois à l'écran. Elle avait l'air heureuse, plus heureuse qu'il ne l'avait vue depuis des années. Rachel est arrivée le lendemain matin au volant d'un pick-up argenté immatriculé dans le Montana. Elle s'est garée derrière le véhicule de Méric et s'est assise un moment, observant la maison à travers son pare-brise. Méric l'a retrouvée dans l'allée. Sa sœur paraissait plus âgée que ses 39 ans. Des mèches grises dans ses cheveux noirs, des rides autour des yeux qui n'étaient pas là pendant la maladie de leurs parents. Elle portait un jean et une chemise en flanelle, des bottes de travail couvertes de boue séchée. L'endroit a la même apparence, a-t-elle dit. La plupart des choses sont les mêmes. Comment va Lenora ? Tu verras. Ils se dirigèrent vers nous avons traversé la maison ensemble. Lenora était dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, les observant arriver. Rachel, dit-elle en entrant, quelle surprise. Bonjour, Lenora. Tu as l'air en forme, merci. J'aimerais me sentir mieux, mais on fait avec. Rachel jeta un coup d'œil au salon, observant les aménagements accessibles au fauteuil roulant, l'équipement médical, la disposition soignée des meubles pour tenir compte du prétendu handicap de Lenora. Méric me dit, tu as eu des moments difficiles. Certains jours sont meilleurs que d'autres, mais j'ai de la chance d'avoir un mari aussi dévoué. Oui, dit Rachel. Méric prépara le déjeuner pendant que sa sœur et sa femme discutaient de choses insignifiantes. La météo, les connaissances communes, les changements survenus en ville depuis la dernière visite de Rachel. Il les observa à travers la caméra de la cuisine, scrutant les expressions de Rachel tandis qu'elle observait Lenora.
Après le déjeuner, Rachel annonça qu'elle était fatiguée du trajet et demanda à se reposer dans la chambre d'amis. Bien sûr, Lenora dit, fais comme chez toi. 1 heure plus tard, Rachel rejoignit Méric sur la véranda. Ils s'assirent sur des chaises en bois que son père avait construites 20 ans plus tôt. Regardant la pinède qui s'étendait à perte de vue. Elle est douée, dit Rachel. Que veux-tu dire? La performance, le jeu de la victime. Si je ne savais pas ce que tu soupçonnais, je crois chaque mot. Mais il y a des petits détails révélateurs qui ne collent pas. Comme quoi? Sa façon de passer du fauteuil roulant au canapé. La plupart des paraplégiques développent des techniques spécifiques, une mémoire musculaire. Elle est trop prudente aussi. Délibérée, comme si elle réfléchissait à chaque mouvement au lieu de se fier à des mouvements d'entraînement. Rachel a sorti un carnet de la poche de sa veste. J'ai fait quelques recherches avant de venir ici. Le dossier médical de Lenora, les déclarations d'assurance, le rapport d'incident de son prétendu accident. Et l'accident s'est produit à l'épicerie Morrison, n'est-ce pas? Glissé et tombé sur la glace. C'est ce qu'elle a dit. Il n'y avait pas de glace ce jour-là. La température était de 42 degrés Celsius, ensoleillée. Pas de précipitation la semaine précédente. Méric a senti un froid lui monter à l'estomac. Comment le savez-vous? Les relevés météorologiques. J'ai aussi parlé à Jim Morrison. Il se souvient de l'incident parce qu'il était inhabituel. Une femme d'âge moyen tombe sur son parking, se déclare grièvement blessée, mais refuse qu'il appelle une ambulance. Elle a dit qu'elle ne voulait pas faire d'histoire. Méric, les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière ne refusent pas les soins médicaux. Elles ont peur d'aggraver les dégâts. Rachel a feuilleté un carnet. J'ai aussi examiné son traitement médical. Le docteur Patterson lui a prescrit des analgésiques et des relaxants musculaires, mais il n'y a aucun dossier d'IRM. Scanner, pas de consultation spécialisée, pas de recommandation chirurgicale. Elle a dit que les médecins voulaient éviter l'opération sauf en cas d'absolue nécessité. Les lésions de la colonne vertébrale nécessitent des examens diagnostiques approfondis. Le fait qu'elle ait été traitée avec des analgésiques de base pendant 4 ans suggère soit une faute médicale, soit une fraude. Ils étaient assis en silence, regardant les nuages défiler dans le ciel. Un faucon tournoyait au-dessus de leur tête, porté par les courants thermiques, patients et prédateurs. Et ce n'est pas tout, dit Rachel. J'ai vérifié les antécédents de votre femme. Qu'avez-vous trouvé? Il y a 3 ans, elle a demandé une licence commerciale à Missoula. Service de conseil. La demande n'a jamais été finalisée, mais elle montre qu'elle envisageait de gagner sa vie de manière indépendante. Elle n'a jamais mentionné la création d'une entreprise. À peu près au même moment, elle a ouvert un compte courant personnel à la First National Bank, pas celui où l'on gère les opérations bancaires familiales. Ce compte reçoit régulièrement des dépôts d'une source inconnue. Méric se tourna vers sa sœur. Combien d'argent? 2000 par mois. Tous les mois pendant 3 ans. D'où vient-il? J'y travaille encore, mais j'ai quelques idées. Ce soir-là, Méric a préparé le dîner pour 3. Rachel a aidé à la cuisine pendant que Lenora regardait la télévision depuis son fauteuil roulant. Elle a reçu des appels téléphoniques, dit Méric doucement. Quelqu'un qu'elle appelle, chérie. Il prévoit de transférer la propriété de la maison. Quand? Demain matin. Eh bien, je suis censé être à un rendez-vous chez le médecin. Censé l'être. Elle l'a reporté sans me prévenir. Rachel a hoché la tête. Il faut qu'on soit prête. Tu as du matériel d'enregistrement. Tout est déjà prêt. Bien. Demain matin, tu vas partir à ton rendez-vous comme prévu, mais tu vas te séparer plus loin et tout surveiller avec tes caméras. Et toi? Je serai en ville pour parler à des gens. Si ça se passe comme je le pense, il nous faudra des témoins. Après le dîner, Rachel s'excuse pour téléphoner. Méric a aidé Lenora à se préparer pour aller se coucher, suivant leur routine habituelle. Elle semblait détendue, presque joyeuse. C'est agréable d'avoir Rachel ici, dit-elle en ajustant ses oreillers. Elle a l'air différente d'avant. Les gens changent. Le deuil affecte chacun différemment. C'est ce qui s'est passé entre vous deux. Deuil. Méric marqua une pause, rangeant les couvertures, entre autres choses. Il est peut-être temps de laisser tomber les vieilles rancunes. La vie est trop courte pour rester en colère contre sa famille.
Peut-être. Je t'aime, Méric. J'espère que tu le sais. Il baissa les yeux vers sa femme. Son visage était doux dans la lumière des lampes de chevet. L'espace d'un instant, il oublia presque les caméras, les enregistrements, la trahison qu'il avait découverte. L'espace d'un instant, elle n'était plus que le Nora, la femme qu'il avait épousée 12 ans plus tôt. La femme qu'il avait promis d'aimer dans la maladie comme dans la santé. Je t'aime aussi, dit-il. Équipe minuit. Les détecteurs de mouvement s'activèrent. Méric regarda depuis la cuisine le Nora sortir du lit et se diriger vers la chambre d'amis. Cette fois, elle portait une chemise en papier craft et son téléphone portable. Son appel fut plus long que les autres. Tout est prêt pour demain. Non, il ne se doute de rien. Il m'embrassa pour me souhaiter bonne nuit, comme toujours. Les papiers sont tous là. Transfert de propriété, procuration, finance déclaration. Je sais, bébé. Après-demain, nous aurons tout. Plus besoin de faire semblant. Fini d'agir impuissant. Juste toi et moi et tout son argent. L'appel s'est terminé à minuit 47. Le Nora est retourné se coucher, marchant normalement. Aucune trace de la femme qui ne sentait pas ses jambes. Méric a sauvegardé le fichier audio et s'est couché. Il resta éveillé jusqu'à l'aube, écoutant sa femme dormir à côté de lui, planifiant la journée à venir. Méric est parti pour son rendez-vous chez le médecin à 9h30, exactement comme il le ferait un mardi normal. Il a embrassé le Nora au revoir, s'est assuré qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin et est parti dans son camion à 3 km de là. Il s'est garé dans un accès forestier abandonné et s'est garé derrière un bosquet de pins. Son téléphone affichait des images claires des 4 caméras. Le Nora était toujours dans son fauteuil roulant, regardant la télévision du matin, mais était 9h45, elle a ouvert la porte. L'homme qui est entré était exactement ce à quoi Méric s'attendait. Milieu de la trentaine, carrure athlétique, le genre de la confiance qui vient de la jeunesse et de la forme physique. Colt Keegan de Mountain Fitness. Juste à temps, dit le Nora en fermant la porte derrière lui. Est-il parti? Rendez-vous chez le médecin. Je ne reviendrai pas avant midi. Colt posa un sac de sport sur la table basse et regarda autour de lui dans le salon. Bel endroit. Cela vaut beaucoup d'argent. 40 acres de terre de premier choix dans le Montana, plus la maison, les dépendances, sa pension, ses comptes d'investissement. Nous parlons de 2 millions, peut-être plus, et il va simplement le signer. Lénora rit. Chérie, je prépare ça depuis 4 ans. L'homme m'adore. Il pense que je suis un invalide et sans défense qui dépend de lui pour tout. Et sa sœur, Rachel? Elle me déteste. Cela a toujours été le cas. Mais elle n'est pas une menace. Méric l'a exclue de sa vie il y a des années. Colt ouvrit son sac de sport et en sortit un dossier rempli de papiers. Formulaire de procuration, document de transfert de propriété, autorisation d'acheminement bancaire, tout ce dont nous avons discuté. Parfait. Aide-moi à me relever. Méric a regardé avec son téléphone écran alors que sa femme se levait du fauteuil roulant et s'étirait. Elle bougeait normalement. Aucune trace de handicap. Aucune trace de douleur ou de limitation. Mon Dieu, ça fait du bien de bouger quand il n'est pas là, dit-elle. Savez-vous à quel point il est difficile d'agir tout le temps sans défense? Pourquoi n'as-tu pas divorcé? Vous plaisantez? Le divorce signifie partager les actifs à 50-50e, peut-être moins. De cette façon, j'obtiens tout. Le pauvre mari dévoué perd la tête, menace peut-être de se suicider, signe tout pour s'assurer que sa femme bien-aimée sera prise en charge après son départ. Tu penses qu'il va se suicider? Je me fiche de ce qu'il fait tant qu'il signe les papiers en premier. Ils étaient assis à la table de la cuisine, étalant des documents sur la surface. Méric a reconnu certains des formulaires qu'il avait vus dans des documents similaires lorsque ses parents étaient mourants et qu'ils devaient transférer leurs biens pour éviter les impôts sur les successions. Voici comment cela fonctionne, a expliqué le Nora. Quand il rentrera à la maison, je pleurerai, bouleversé par les factures médicales et notre situation financière. Il voudra me réconforter, réparer le problème. Je vais lui montrer ses papiers et lui dire que l'avocat dit que c'est le seul moyen de protéger nos biens si quelque chose arrive à l'un de nous. Et il signera. Il signera. Cet homme n'a pas pris de décision sans me demander mon avis depuis 4 ans. Il est complètement dépendant de moi émotionnellement. Colt s'appuya contre le dossier de sa chaise.
Que se passe-t-il après sa signature? Vous disparaissez pendant quelques jours. J'attends que le transfert de propriété soit effectué. Ensuite, j'ai une guérison miraculeuse. Il s'avère que les médecins avaient tort à propos de ma paralysie. C'était juste un traumatisme grave qui est enfin en train de guérir. Et Merrick peut choisir. Il peut accepter que sa femme se soit rétablie et lui ait menti sur certaines choses. Ou il peut faire des histoires et découvrir qu'il cède légalement tout ce qu'il possède. Quoi qu'il en soit, vous gagnez. De toute façon, je gagne. À 10h30, il se dirige vers la chambre. L'angle de la caméra de Merrick ne pouvait pas tout capturer, mais le son était suffisamment clair. Lenora et Colt faisaient l'amour dans le lit que Merrick partageait avec son femme sur les draps qu'il avait lavés la semaine dernière tout en discutant des derniers détails du vol de tout ce qu'ils possédaient. Quand ils eurent fini, Lenora prépara du café et ils retournèrent à la table de la cuisine. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu es resté si longtemps avec lui. Colt a déclaré que la configuration avait pris du temps. Il y a 4 ans, je n'étais qu'une épouse malheureuse, mariée à un garde forestier ennuyeux. Pas d'argent, pas d'actifs qui méritent d'être volés. Mais lorsqu'il a hérité de la terre de ses parents et qu'il a commencé à s'occuper de moi à plein temps, tout a changé. Changé comment? Il est devenu complètement dévoué. A abandonné son travail, ses amis, ses passe-temps. A fait de moi le centre de son univers. Un homme comme celui-là fera tout pour protéger la personne qu'il aime, y compris céder tout ce qu'il possède. Et s'il n'avait pas été aussi dévoué? Ensuite, j'aurais divorcé et j'aurais pris la moitié. Mais cette façon est tellement meilleure. Je comprends tout et il se sent comme un héros jusqu'à la fin. À 11h15, Colt a emballé ses papiers et s'est préparé à partir. Appelle-moi quand ce sera fait, dit-il, j'embrasse Lenora au revoir. Je le ferai. Ce soir, nous serons riches. Après le départ de Colt, Lenora est retournée à son fauteuil roulant et s'est installée sur le canapé. Elle alluma la télévision, disposa des magazines sur sa table et prit la pause que Merrick s'attendrait à trouver à son retour chez lui. 11h45, elle a appelé son téléphone portable. Salut, chérie. Comment se passe le rendez-vous? C'est bien. Écoute, j'ai reçu des nouvelles inquiétantes de la compagnie d'assurance pendant ton absence. Je ne veux pas t'inquiéter, mais nous devons parler quand tu rentreras à la maison. Il s'agit de notre situation financière. Non, rien d'urgent, juste quelques formalités administratives à régler. À bientôt. Merrick a sauvegardé l'enregistrement de l'appel et a démarré son camion. Il est temps de rentrer chez lui et de voir ce que sa dévouée épouse avait prévu pour lui. Il s'est garé dans l'allée à midi exactement et est entré dans la maison avec le sac de pharmacie prouvant qu'il était présent à son rendez-vous. Comment ça s'est passé? Lenora a demandé depuis le canapé. Très bien. La tension artérielle est bonne. Le cholestérol est en baisse. Le docteur Patterson veut me revoir dans 6 mois. C'est merveilleux. Merrick l'a embrassé sur le front et s'est assis dans le sien. Président habituel. Vous avez dit que vous aviez reçu des nouvelles de la compagnie d'assurance. L'expression de Lenora est devenue inquiète, vulnérable. Je déteste vous ennuyer avec ça, mais ils remettent en question ma demande d'invalidité. Ils veulent plus de documents, plus de preuves que je suis vraiment aussi handicapé que je le prétends. Quel genre de preuves? Remboursement des prestations, j'en ai reçu au cours des 4 dernières années. Merrick se pencha en avant. De combien d'argent parle-t-on? 60 000 $, peut-être plus. Jésus. J'ai parlé à un avocat ce matin. Il dit qu'il existe un moyen de protéger nos actifs au cas où la compagnie d'assurance s'en prendrait à nous. Quelle protection? Lenora attrapa un dossier sur sa table. Document juridique qui me transfère la propriété de la maison et d'autres biens. De cette façon, s'ils vous poursuivent pour de l'argent, ils ne pourront pas prendre tout ce que nous possédons. Merrick prit le dossier et l'ouvrit. Les documents semblaient officiels, complexes, remplis d'un langage juridique qu'il ne comprenait pas. Cela ressemble à beaucoup de paperasse pour la protection des actifs, a-t-il déclaré. L'avocat dit qu'il faut être minutieux pour tenir le coup devant le tribunal. Merrick étudia le visage de sa femme. Elle avait l'air inquiète, impuissante, complètement dépendante de sa décision. La même expression qu'elle avait portée pendant 4 ans à chaque fois qu'ils étaient confrontés à n'importe quel problème. Que se passe-t-il si je ne signe pas? Ensuite, nous perdons tout. La maison,
la terre, l'héritage de tes parents, tout ce que ta famille a travaillé pour. Et si je signe, alors nos actifs sont protégés. Nous vivrons toujours ici, serons toujours mariés et aurons toujours la même vie. La seule différence est que légalement, je serai propriétaire de la propriété à votre place. Méric hocha lentement la tête. Quand avez-vous besoin d'une réponse? L'avocat passe cet après-midi. Si nous voulons faire cela, ce doit être aujourd'hui. Cet après-midi? Je sais que c'est soudain, mais la date limite de la compagnie d'assurance est demain. Nous n'avons pas le temps d'y réfléchir. Méric posa le dossier sur une table basse et regarda sa femme. Elle croisa son regard avec la même expression confiante qu'elle arborait depuis son accident. Le même besoin vulnérable qui l'avait poussé à restructurer toute sa vie autour de ses soins. D'accord, dit-il. Si vous pensez que c'est la bonne chose à faire, je signerai. Le soulagement envahit son visage. Vraiment? Vraiment? Tu as assez enduré. Si cela te protège d'autres problèmes, alors ça vaut le coup. Oh, Méric, je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Cet après-midi-là, un avocat nommé Davison est arrivé avec d'autres documents. Il était plus jeune que ce à quoi Méric s'attendait, nerveux, visiblement mal à l'aise face à la situation. Ils s'assirent à la table de la cuisine pendant que Davison expliquait chaque document. Cela transfère la propriété principale de la propriété à votre femme, vous conservant les droits résiduels aussi longtemps que vous restez mariés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cela signifie que si quelque chose arrive au mariage, votre femme reste propriétaire des biens. Méric a signé son nom sur 17 documents différents. Virement bancaire, acte de propriété, autorisation de compte d'investissement, formulaire de procuration. À chaque signature, il observait le visage de Lenora. Elle avait l'air soulagée. Reconnaissante, complètement convaincue que son mari dévoué les sauvait tous les deux. Lorsqu'un avocat est parti, Lenora était presque étourdie de bonheur. Je ne peux pas croire que ce soit fini, a-t-elle déclaré. J'avais tellement peur de tout perdre. Nous sommes en sécurité maintenant, a déclaré Méric. C'est ce qui compte. Ce soir-là, Lenora était plus affectueuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle lui tenait la main pendant qu'il regardait la télévision, le remerciait à plusieurs reprises de l'avoir protégée, lui disait à quel point elle avait de la chance d'avoir un mari aussi dévoué à l'heure du coucher du thé. Elle l'embrassa avec une véritable chaleur. Je sais que c'était dur pour toi, dit-elle en cédant la terre que ton père t'a laissée. Mais tu l'as fait pour me protéger, et je ne l'oublierai jamais. Je ferai n'importe quoi pour toi, dit Méric. Vous le savez. Après qu'elle se soit endormie, il est allé à la cuisine et a ouvert son ordinateur portable. Les images de la journée montraient tout l'arrivée de Colt. Leur conversation, leur intimité, leur planification, des heures de preuves documentant la fraude, l'adultère et le complot. Mais les images les plus importantes datent de l'après-midi. Alors qu'Anora pensait convaincre son mari dévoué de céder tout ce qu'il possédait, Méric avait documenté sa tromperie avec une clarté cristalline. Chaque document qu'il avait signé avait été modifié avec l'aide de Rachel. Au lieu de transférer la propriété à Lenora, les papiers ont tout transféré dans la fiducie familiale que son père avait établie avec Rachel comme fiduciaire suppléante. Au lieu de perdre ses biens, Méric les avait légalement protégés de toute personne tentant de les voler par fraude ou tromperie. Au lieu de renoncer à son avenir, il avait signé les aveux de Lenora. Méric s'est réveillé tôt mercredi matin et a préparé du café comme toujours. Lenora dormait toujours, son visage paisible et satisfait. Elle avait obtenu tout ce qu'elle voulait. C'est du moins ce qu'elle croyait. À 7 heures du matin, son téléphone sonna avec un SMS de Rachel. Tout est prêt. Tu es sûr de vouloir faire ça? Il a répondu, oui. À 8 heures du matin, alors que Lenora prenait son petit déjeuner, la sonnette retentit. Je vais la voir, a déclaré Méric. Deux personnes se tenaient sur son porche. Une femme en costume d'affaires portant une mallette et un homme en uniforme du shérif. Derrière eux. Le camion de Rachel était garé dans l'allée. Lenora Cole, a demandé la femme. Elle est à l'intérieur. Méric les conduisit au salon où Lenora était assise dans sa tasse de café en fauteuil roulant à mi-chemin de ses lèvres. Lorsqu'elle vit le shérif, son visage pâlit. Madame Cole, je suis l'agent Martinez de la division des crimes financiers du FBI. Ici l'adjoint Wilson du bureau du shérif du comté. Nous avons quelques questions concernant vos réclamations d'assurance invalidité et vos récents transferts de propriété.
La tasse de café glissa des mains de Lenora et se brisa sur le sol. Je ne comprends pas, dit-elle. Nous avons des preuves suggérant que vous fraudez le programme fédéral d'assurance invalidité depuis environ 4 ans. Nous avons également des preuves de tentatives de fraude financière impliquant des transferts de propriété et de faux documents. L'agent Martinez a ouvert sa mallette et en a sorti un épais dossier. Nous disposons d'une vidéosurveillance vous montrant marcher normalement à plusieurs reprises, d'enregistrements audio de conversations discutant de vos activités frauduleuses et de dossiers financiers montrant des paiements réguliers provenant d'une source non divulguée. Lenora regarda Merrick. Son expression était confuse, effrayée, complètement en contradiction avec la femme confiante qu'il avait vue devant la caméra hier matin. Merrick, dis-leur que c'est ridicule. Tu sais que je ne peux pas marcher. Vous prenez soin de moi depuis 4 ans. Merrick s'assit sur sa chaise habituelle et regarda sa femme. Je sais ce que tu es. Quoi? Je sais que tu peux marcher. Je connais Colt. Je sais pour l'argent que tu caches. Je suis au courant du plan visant à voler tout ce que je possède. L'agent Martinez a sorti un ordinateur portable. Madame Cole, je vais vous montrer des séquences vidéo. Cela a été pris hier matin alors que votre mari était à son rendez-vous chez le médecin. Sur l'écran. Lenora se leva de son fauteuil roulant et s'étira. L'image était limpide, le son parfait. Mon Dieu, ça fait du bien de bouger quand il n'est pas là, dit sa voix enregistrée. Savez-vous à quel point il est difficile d'agir tout le temps sans défense? Lenora regarda l'écran sous le choc. D'où cela vient-il? Votre mari a documenté vos activités la semaine dernière, a déclaré l'agent Martinez. Caméra activée par le mouvement, enregistrement audio, surveillance financière. Travail très minutieux, Merrick. La voix de Lenora était faible. Confus. Vous m'espionniez. Je me protégeais. L'agent Martinez a continué à diffuser des images. Lenora et Colt discutent des transferts de propriété, envisagent de voler les actifs de Merrick et ont des relations sexuelles dans la chambre conjugale. Des heures de preuves démontrant complot, fraude et adultère. C'est impossible, murmura Lenora. Il ne pouvait pas le savoir. Madame Cole, vous devez également savoir que les documents de transfert de propriété que vous avez convaincu votre mari de signer hier n'étaient pas juridiquement valides. Les papiers ont été modifiés pour protéger ses actifs et non pour vous les transférer. Quoi? L'adjoint Wilson a retiré les menottes. Lenora Cole, vous êtes en état d'arrestation pour fraude fédérale en matière d'invalidité, tentative d'usurpation d'identité, falsification de documents et complot en vue de commettre des crimes financiers. Pendant que l'adjoint lisait ses droits, Lenora regardait désespérément autour de la pièce. Ses yeux trouvèrent Merrick toujours assis calmement sur sa chaise. S'il vous plaît, dit-elle. Nous pouvons résoudre ce problème. J'ai fait des erreurs, mais nous pouvons résoudre ce problème. Merrick n'a pas répondu. Je t'aime, dit-elle alors que l'adjoint la guidait vers la porte. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je t'aime. Non, dit doucement Merrick. Tu l'as fait parce que tu pensais que j'étais stupide. Après avoir emmené les Noro, l'agent Martinez est resté pour examiner des preuves supplémentaires. Rachel est arrivée 1 heure plus tard avec des cartons contenant des dossiers financiers, des documents médicaux et des papiers juridiques. Combien de temps durera l'enquête? Demanda Merrick. Avec autant de preuves. Pas longtemps. Elle fait face à des accusations de fraude fédérale passible de lourdes peines de prison. Et Colt Keegan? Il est déjà en garde à vue. Il s'est rendu ce matin et a accepté de témoigner contre elle en échange de charges réduites. Rachel était assise sur le canapé où Lenora avait passé 4 ans à faire semblant d'être handicapée. Intelligent de sa part. Les accusations de complot à elle seule pourraient lui valoir 10 ans de prison. L'agent Martinez a emballé son ordinateur portable. Monsieur Cole, je dois vous demander, depuis combien de temps soupçonnez-vous que votre femme fraudait le système? 1 semaine. Et en 1 semaine, vous avez rassemblé suffisamment de preuves pour monter un dossier fédéral. J'ai passé 15 ans comme garde forestier. Lorsque vous combattez des incendies, vous apprenez à travailler vite et à être minutieux. Eh bien, votre minutie vient d'économiser aux contribuables environ 200 000 $ en prestations d'invalidité frauduleuse. Après le départ de l'agent Martinez, Merrick et Rachel se sont assis dans la maison calme. Le fauteuil roulant était toujours près de la fenêtre où Lenora l'avait laissé. Sa tasse de café était toujours cassée sur le sol. Comment te sens-tu?
demanda Rachel. Vide, en colère. Plus maintenant. Serre réfléchit à la question. J'ai l'impression de vivre avec un étranger depuis 4 ans. La femme que j'ai épousée est décédée dans ce parking et je m'occupais de quelqu'un qui n'a jamais existé. Que vas-tu faire maintenant? Nettoyer. Passer à autre chose. Essayez de vous rappeler à quoi ressemblait ma vie avant que tout cela ne commence. Rachel s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre. Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez fait la bonne chose. N'est-ce pas? Elle vous volait, le gouvernement, tous ceux qui cotisent au système d'invalidité. Elle allait prendre tout ce que papa t'a laissé et s'enfuit avec son petit ami. Je sais, mais j'ai quand même promis de l'aimer dans la maladie et dans la santé. J'ai rompu cette promesse. Méric, elle n'a jamais été malade. Je le sais aussi. Ils ont passé l'après-midi à fouiller dans les affaires de Lenora, ils ont trouvé un ordinateur portable qu'elle utilisait, des dossiers financiers, une correspondance avec Colt et un plan détaillé pour transférer les biens de Méric. Document. Elle avait ce plan jusqu'au bout. Virement bancaire quotidien, vente de propriété, et même un calendrier du moment où elle simulerait son rétablissement. Quel était le calendrier? 6 mois après avoir pris le contrôle de votre patrimoine, elle allait vous annoncer que sa paralysie s'améliorait. Récupération complète en 1 an, puis divorce. Elle a calculé qu'au moment où vous comprendrez ce qui s'est passé, elle et Colt vivraient au Costa Rica avec 2 millions de dollars de son argent. Méric était assis sur le lit où il avait trouvé sa femme marchant normalement moins d'1 semaine auparavant. Le matelas sentait toujours son parfum. Je n'arrête pas de penser à hier matin. Il a dit, et alors? Quand elle m'a embrassé au revoir et m'a dit qu'elle m'aimait pendant 1 seconde, je l'ai presque cru. C'est ce qui la rendait dangereuse. Elle était bonne dans la performance. Trop bien. Ce soir-là, Joanie Price frappe à la porte. Elle avait entendu parler de l'arrestation de Lenora par quelqu'un en ville et voulait voir Méric. Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle déclaré, assise à la table de la cuisine où Lenora avait planifié sa fraude hier. Elle semble si impuissante, tellement dépendant de toi. C'était l'idée. Mais comment pouvait-elle faire semblant d'être paralysée? Je l'ai vue dans ce fauteuil roulant des centaines de fois. Elle n'était handicapée que lorsque les gens la regardaient. Joanie secoua la tête. Toutes ces fois où j'apportais de la nourriture. Je m'asseyais avec elle, je me sentais désolé pour sa situation. Elle mentait tout le temps. Tout le temps. Et vous? Comment gérez-vous tout cela? Mérite leur servit du café à tous les deux. Je ne suis pas encore sûr. Il est désormais difficile de savoir ce qui est réel. Les soins que vous lui avez prodigués étaient réels. Le sacrifice que vous avez fait était réel. L'amour que vous ressentiez était réel, même si le sien ne l'était pas. Était-ce de l'amour, ou était-ce juste un devoir? Est-ce important? Je pense que oui. Joanie tendit la main par-dessus la table et lui serra la main. Tu es un homme bien, Maricol. Ne laissez pas ces actions changer la façon dont vous vous percevez. Après le départ de Joanie, Méric a traversé seul la maison. Chaque pièce contenait des rappels de l'équipement médical des 4 dernières années, des modifications apportées à l'accessibilité, des dispositions minutieuses qu'il avait prises pour accueillir le supposé de Lenora. Handicap. Dans leur chambre, il a emballé ses vêtements dans des cartons. Dans la salle de bain, il lui a retiré ses médicaments, des ordonnances coûteuses pour des conditions qu'elle n'avait jamais eues. Dans le salon, il plia le fauteuil roulant et l'appuya contre le mur. Demain, il donnerait tout à ceux qui en avaient réellement besoin. Étage 6 mois plus tard, Méric était assis au palais de justice fédéral d'Helena, regardant sa femme subir sa condamnation. Lenora portait une combinaison orange et des menottes. Elle paraissait plus petite que dans son souvenir, plus âgée, diminuée par le poids de ses crimes. La procureure, une femme sévère nommée Collins, a présenté le dossier du gouvernement avec méthode. 4 ans de fraude en matière d'invalidité totalisant 847 000 $ en fausses déclarations, tentative de vol de biens d'une valeur de 2,1 millions de dollars, falsification de documents, vol d'identité, complot et parjure. Votre honneur, les crimes de l'accusé n'étaient pas des erreurs impulsives, mais une tromperie calculée et à long terme qui a victimisé non seulement son mari, mais tous les contribuables qui cotisent au programme fédéral d'assurance invalidité. Chez Lenora, l'avocat commis d'office a plaidé en faveur de la clémence, affirmant que son client souffrait de problèmes de santé mentale provoqués par des difficultés financières. Ma cliente a commis de graves erreurs de jugement, mais ce n'est pas une criminelle endurcie.
C'est une femme d'âge moyen qui a paniqué à propos de sa sécurité financière et a fait des choix désespérés. Le juge Morrison n'a pas été impressionné. Conseiller, votre client a passé 4 ans à faire semblant d'être paralysé tout en prévoyant de voler plus de 2 millions de dollars à son dévoué mari. Ce n'était pas du désespoir. C'était une préméditation du plus haut niveau. Lorsqu'il a été appelé à témoigner, Colt Keegan a admis son rôle dans le complot, mais a affirmé qu'il pensait que Lenora était en fait handicapée au début de leur relation. J'ai cru à son histoire sur l'accident et au dévouement de son mari. Elle semblait véritablement impuissante, sincèrement reconnaissante de mon attention. Je n'avais pas réalisé qu'elle faisait semblant jusqu'à ce qu'elle commence à parler de transfert de propriété et de planification financière. Et à ce moment-là, Monsieur Keegan, qu'avez-vous fait? J'ai accepté. Je savais que c'était mal, mais j'étais amoureux d'elle. Je pensais que nous pourrions construire une vie ensemble avec de l'argent volé. Oui, votre honneur. Le juge Morrison a condamné Cole à 18 mois de prison fédérale, suivi de 3 ans de probation et de restitution intégrale de sa part du complot. Quand ce fut au tour de Lenora de parler, elle se leva avec l'aide de son avocat et fit face au juge. Votre honneur, je sais que j'ai commis de terribles erreurs. J'ai blessé des gens qui me faisaient confiance et j'ai violé la loi. J'assume l'entière responsabilité de mes actes. Elle fit une pause et regarda Merrick directement pour la première fois depuis le début du procès. Je tiens à m'excuser auprès de mon mari qui a tout abandonné pour prendre soin de moi. Il méritait mieux que mes mensonges et ma trahison. Je tiens également à m'excuser auprès de tous ceux qui dépendent de l'assurance invalidité pour leur survie. Mes actions étaient erronées et elles ont endommagé un système qui aide les personnes qui ont réellement besoin d'aide. Le juge Morrison a écouté sans expression. Lorsque Lenora eut fini, il révisa ses notes et prononça la sentence. Madame Cole, vous avez plaidé coupable à plusieurs accusations fédérales de fraude, de vol et de complot. Ces crimes étaient sophistiqués, à long terme et dévastateurs pour les victimes. Vous avez exploité l'amour et le dévouement de votre mari tout en volant les contribuables qui financent des programmes destinés à aider les Américains légitimement handicapés. Le tribunal vous condamne à 7 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de probation sous surveillance. Vous rembourserez intégralement tous les paiements d'invalidité frauduleux ainsi que des dommages-intérêts à votre mari d'un montant de 500 000 $. Le marteau est tombé. Lenora a été emmenée menottée et Merrick l'a regardée disparaître par les portes de la salle d'audience à l'extérieur du palais de justice. Rachel attendait près de son camion. Comment te sens-tu? Elle a demandé. La justice a été rendue. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Merrick leva les yeux vers le ciel du Montana, clair et sans fin au-dessus des bâtiments de la ville. Je me sens libre. Libre de quoi? De prétendre que tout cela était réel. Ils sont rentrés abosseusement dans des véhicules séparés. Merrick avait des décisions à prendre concernant la maison, la propriété, son avenir. Les 4 dernières années ressemblaient à un rêve étrange, désormais à une période d'animation suspendue où sa vraie vie avait été mise entre parenthèses pendant qu'il prenait soin de quelqu'un qui n'avait jamais vécu. Existait. Ce soir-là, il s'est assis sur le porche arrière avec une bière dans son ordinateur portable, lisant les courriels accumulés pendant le procès. D'anciens collègues du service forestier s'enregistrent. De vieux amis offrent leur soutien. Offre d'emploi auprès d'agences à la recherche de rangers expérimentés. Qu'à 21h son téléphone sonna avec un nouvel email. L'expéditeur était Lenora, qui écrivait depuis une prison fédérale. Cher Merrick, le message a commencé. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais j'avais besoin d'écrire ceci. J'ai eu 6 mois pour réfléchir à ce que j'ai fait et je veux que vous sachiez à quel point je suis désolé. Merrick a supprimé l'email sans lire le point de repos 5 minutes plus tard. Un autre email est arrivé. Il l'a supprimé sans l'ouvrir. Puis un autre en supprime un autre. Supprimé le 8930. Il a bloqué son adresse email et vidé sa corbeille. Les messages ont disparu définitivement et il n'a ressenti aucun regret. 1 an après la condamnation de Lenora. Merrick se tenait sur un sentier de montagne à l'extérieur du parc national des Glaciers, menant un groupe de randonneurs à travers la nature sauvage qu'il avait autrefois considérée comme son chez-soi. Les touristes venaient de l'Est, des avocats, des médecins, des comptables qui n'avaient jamais vu un pays comme celui-ci. La clé pour lire la météo dans les montagnes, a-t-il expliqué, est de comprendre que tout change rapidement. Ce qui semble être un temps clair peut devenir dangereux en 1 heure si vous ne connaissez pas les panneaux. Son activité de guide s'est rapidement développée.
la rumeur s'est répandue parmi les voyageurs aventuriers selon laquelle Maricol connaissait mieux la nature que la plupart des gens connaissaient leur propre quartier. Il a organisé des expéditions de randonnée, des voyages de photographie et des cours de survie pour les dirigeants d'entreprises qui voulaient se tester contre la nature. Plus important encore, il a commencé à travailler avec des hommes victimes de conjoints frauduleux. Activité, recueillir des preuves légalement et protéger leurs actifs contre des partenaires prédateurs. C'est plus courant qu'on ne le pense, lui avait dit Rachel. Exploitation financière, fraude liée au handicap, tromperie à long terme. Vous avez développé une expertise qui pourrait aider beaucoup de gens. Le travail avait un sens que le fait de prendre soin de Lenora n'avait jamais eu. Ces hommes étaient véritablement dans le besoin, sincèrement reconnaissant des conseils qui pourraient leur éviter de perdre tout ce pour quoi ils avaient travaillé. Après le retour des touristes à leur hôtel, Mera est retourné à sa nouvelle cabane, un endroit plus petit qu'il avait construit à l'extrémité de la propriété de son père. L'ancienne maison contenait trop de souvenirs de tromperie et de trahison. Cette nouvelle maison était simple, fonctionnelle, conçue pour un homme. Vivant seul, un coucher de soleil. Il s'est assis sur le porche avec un verre de whisky et a regardé la lumière disparaître du ciel. Le silence était complet, à l'exception du vent dans les pins et de l'appel lointain du lac en contrebas. Son téléphone a sonné avec un message texte d'un de ses clients, un ingénieur logiciel à Seattle dont la femme avait falsifié sa signature sur les photos de la caméra de sécurité de la banque. A répondu, restez calme. Suivez le plan dont nous avons discuté. Laissons les preuves parler d'elles-mêmes. À 22 heures, un autre email est arrivé du système pénitentiaire fédéral. Lenora a de nouveau essayé de le joindre via une adresse différente. La ligne d'objet disait, veuillez lire ceci. Requirait d'honesty. Lenora had proven herself incapable of honesty. So forgiveness was impossible. Some people deserved second chance. Other deserved exactly what they geoted. Team midnight. Mary turned off his phone and went to bed. Tomorrow he was leading a 3-day expedition into the Baretoot Mountains with a group of photographers for National Geographic. Real work, honest work, the kind that left him tired and satisfied at the end of each day. The past was finished. The future belonged to him alone. I fell asleep. Merrick a pensé aux incendies de forêt. Il s'était battu en tant que ranger, il consommait tout sur leur passage, mais laissait le sol propre et fertile pour une nouvelle croissance. Destruction suivie du renouveau, mort suivie de la vie. Parfois, un incendie était exactement ce dont la forêt avait besoin.